J'avais toujours cru que la maternité était éternelle. Que, peu importe les tempêtes, le lien entre une mère et son enfant les surmonterait toutes. Pendant 63 ans, j'ai vécu selon cette philosophie, élevant mon fils Daniel dans notre modeste maison de l'Ohio, faisant des doubles services d'infirmière pour lui donner tout ce dont il avait besoin après que son père nous ait quittés quand il n'avait que 7 ans. Daniel a grandi, est allé à l'université, s'est marié à une femme nommée Amber et a commencé sa propre vie. J'étais fier. N'est-ce pas ce que toute mère voulait? Mais quelque part en cours de route, les appels téléphoniques sont devenus des demandes. Les visites sont devenues des transactions. Maman, peux-tu nous aider avec la compte? Maman, nous avons besoin d'argent pour les factures médicales d'Amber. Maman, juste cette fois pour la réparation de la voiture. J'ai dit oui à chaque fois. Que ferait une mère d'autre? Le schéma est devenu plus clair au fil des ans, bien que j'ai refusé de le voir. Daniel disparaissait pendant des semaines, parfois des mois, sans appel, sans texto, sans visite. Puis soudain, il réapparaissait avec ce ton familier dans sa voix, celui qui disait qu'il avait besoin de quelque chose. Et j'ouvrais mon portefeuille, mon cœur espérant toujours que cette fois, il resterait plus longtemps. Que cette fois, nous parlerions vraiment d'autre chose que d'argent. Le printemps dernier, je l'ai appelé pour son anniversaire. Amber a répondu. Il est occupé, a-t-elle dit sèchement. Je pouvais entendre Daniel en arrière-plan rire de quelque chose à la télé. Dis-lui que je l'aime, ai-je dit doucement. Elle a raccroché sans répondre. 2 semaines plus tard, j'ai rappelé. Je ne me sentais pas bien, et mon médecin avait programmé des tests. Je voulais juste entendre la voix de mon fils. Daniel a répondu cette fois, et j'ai immédiatement entendu l'irritation. Maman, qu'est-ce qu'il y a maintenant, a-t-il demandé. Je voulais juste parler, mon chéri. Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis. Je suis au milieu de quelque chose. Ça ne prendra qu'1 minute. Je voulais te dire que Maman, sérieusement, je n'ai pas le temps pour ça. Ma poitrine s'est serrée. Daniel, je suis ta mère. J'ai juste besoin. C'est à ce moment-là qu'il l'a dit. Les mots qui allaient se répéter dans mon esprit pendant les 2 mois suivants comme un disque rayé. Ne m'appelle plus. J'en ai marre de toi et de tes demandes. Mes demandes? Quelle demande lui avais-je jamais faite? La ligne est devenue silencieuse. Je suis resté assise dans ma cuisine, le téléphone toujours collé à mon oreille, écoutant la tonalité. Le soleil de l'après-midi entrait par la fenêtre, éclairant les photographies sur mon réfrigérateur. Daniel bébé, la remise de diplôme de Daniel, le mariage de Daniel. Sur chaque photo, je souriais, fière, aimante. Avais-je été aveugle tout ce temps? Je n'ai pas rappelé. Ni le lendemain, ni la semaine suivante. Je suis allé à mes rendez-vous chez le médecin seul. J'ai fait mes tests seul. Quand les résultats sont revenus négatifs, juste du stress, a dit le médecin, j'ai célébré seul avec une tasse de thé dans ma cuisine vide. 8 semaines se sont écoulées. 8 semaines de silence. 8 semaines à apprendre ce que signifiait être vraiment seul. J'ai commencé à participer à un club de lecture à la bibliothèque. J'ai fait du bénévolat au refuge pour animaux local. J'ai découvert que la vie pouvait exister sans attendre que le téléphone sonne. Puis, un mardi soir de juillet, mon téléphone a vibré. Le nom de Daniel a clignoté sur l'écran. Ma main a plané dessus. Quelque chose en moi avait changé pendant ces 8 semaines. Quelque chose s'était cristallisé en une vérité froide et dure que je ne pouvais plus ignorer. J'ai répondu. Maman. Sa voix était différente maintenant, urgente, presque paniquée. Maman, Amber et moi avons vraiment besoin de ton aide. Nous sommes en retard sur le loyer et nous avons besoin de $2000 d'ici vendredi où nous allons être expulsés. Peux-tu nous les transférer aujourd'hui? Aucune excuse. Aucun, comment vas-tu? Aucune reconnaissance de ce qu'il avait dit 2 mois auparavant. Juste une autre demande, une autre exigence. Les mots sont sortis de ma bouche avant même que j'aie complètement formé la pensée. Ils étaient calmes, froids, définitifs. Je suis désolé. Je ne sais pas qui vous êtes. Je n'ai pas de fils. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne battait pas la chamade. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la clarté.
Une clarté vive et cristalline sur ce que je devais faire ensuite. Le téléphone a de nouveau sonné en quelques minutes. Puis de nouveau, puis de nouveau. 15 appels dans la première heure. Je l'ai éteint et je me suis assise à ma table de cuisine, entourée d'un silence qui me semblait à la fois terrifiant et libérateur. Qu'est-ce que je venais de faire? Je me suis préparé une tasse de camomille et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Si j'allais faire ça, si j'allais vraiment tenir bon, je devais comprendre exactement contre quoi je me battais. Je devais voir la vérité en noir et blanc. J'ai commencé par mes relevés bancaires. Les chiffres racontaient une histoire que j'avais été trop aveugle ou trop désespéré pour voir. Au cours des 5 dernières années, j'avais donné à Daniel et Amber 63 000 $. 63 000 $. J'ai fait défiler les transactions, montées refroidissant à côté de moi. Acompte pour leur maison, 15 000 $. Urgence médicale d'Amber, 8 000 $. Réparation de voiture, 4 000 $. Meubles pour la chambre de bébé quand Amber était enceinte. Une grossesse qui s'est terminée par une fausse couche, avait-elle dit, 6 000 $. Dette de carte de crédit, 12 000 $. Frais juridiques pour une affaire que Daniel n'a jamais expliquée. 9 000 $. Loyer, services publics, courses, un flux sans fin d'urgence qui semblait toujours se produire juste au moment où je recevais ma pension ou un petit extra en faisant des heures supplémentaires à l'hôpital. J'avais continué à travailler comme infirmière jusqu'à 61 ans, 2 ans après ma retraite prévue, parce que je n'arrêtais pas de me dire qu'ils avaient besoin de moi. Juste une année de plus. Juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Mais voici le schéma, brut et indéniable. Ils ne s'étaient jamais remis sur pied parce qu'ils n'avaient jamais eu à le faire. J'avais toujours été là. Le filet de sécurité qui ne disait jamais non. J'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé à écrire. Pas seulement l'argent, mais tout le reste. Les Thanksgiving manqués où ils avaient promis de venir mais avaient annulé à la dernière minute. Le Noël où j'avais passé toute la journée seul parce que la famille d'Amber avait plus besoin d'eux. La fois où j'étais tombé et je m'étais cassé le poignet. Et Daniel ne m'avait pas rendu visite une seule fois pendant mes 6 semaines de convalescence. Les cartes d'anniversaire que j'avais envoyées et qui n'avaient jamais été reconnues. Les messages laissés non lus. Combien de fois avais-je trouvé des excuses pour eux? Ils sont occupés. Ils sont jeunes. Ils sont stressés. Le mariage est difficile. Quand avais-je cessé d'être une mère et n'étais-je devenu qu'un distributeur automatique de billets? Mon téléphone était toujours éteint, mais je pouvais imaginer les messages s'accumuler. Probablement pas des excuses. Probablement de la colère. Comment osais-je lui raccrocher au nez? Comment osais-je refuser de l'aider? La peur s'est alors insinuée. Pas la peur de la colère de Daniel. J'avais déjà affronté ça, mais la peur de l'inconnu. Que fait une mère quand elle décide d'arrêter d'être une mère? Ou plutôt, quand elle décide d'arrêter de se laisser utiliser sous le couvert de la maternité? J'ai pensé à ma propre mère, décédée il y a 15 ans. Elle avait été dure, pragmatique, une femme qui avait survécu à la dépression et avait élevé 6 enfants avec une volonté de faire et un cœur tendre. Que me dirait-elle maintenant, Betty? Je pouvais presque l'entendre dire, tu as appris à ce garçon à marcher. Tu peux lui apprendre à se tenir debout sur ses 2 jambes aussi. Même si ça te brise le cœur de le faire. Mes mains se sont stabilisées. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable et je l'ai intitulé « Plan d'action ». D'abord, je devais protéger mes finances. Demain, j'irai à la banque et je m'assurerai que Daniel n'ait accès à aucun de mes comptes. Je l'avais ajouté comme contact autorisé il y a des années, juste en cas d'urgence. Cela devait cesser. Deuxièmement, j'avais besoin de documents. J'imprimerai chaque relevé bancaire, chaque message texte, chaque élément de preuve qui montrait le schéma. Non pas parce que je voulais blesser Daniel, mais parce que je devais voir la vérité moi-même. Et s'il venait me voir avec des accusations ou des exigences, je devais pouvoir lui montrer, me montrer ce qui s'était réellement passé. Troisièmement, j'avais besoin de conseils. Des conseils juridiques peut-être. Je n'avais pas l'intention de poursuivre mon propre fils, mais je devais connaître mes droits. Et s'il se présentait à ma porte? Et s'il essayait de forcer l'entrée? Et si Amber portait des accusations contre moi? La pensée m'a glacé. Je ne connaissais pas bien Amber. Elle m'avait toujours tenu à distance. Mais je savais quelle était l'influence principale de Daniel.
La froideur de sa voix avait commencé après leur mariage. Ou est-ce que je ne l'avais tout simplement pas remarqué avant? J'ai rallumé mon téléphone. 47 appels manqués. 32 messages textes. Je ne les ai pas lus. Au lieu de cela, j'ai appelé mon amie la plus proche, Margaret, que j'avais rencontrée à l'hôpital il y a 3 décennies. Betty, je pensais justement à toi, a-t-elle répondu chaleureusement. Margaret, ai-je dit, ma voix plus stable que prévu. J'ai besoin de ton aide, et j'ai besoin que tu ne me juges pas pour ce que je vais te dire. Chérie, je te connais depuis 30 ans. Rien de ce que tu pourras dire ne pourrait me faire te juger. Je lui ai tout dit. Quand j'ai terminé, il y a eu une longue pause. Il était temps, a finalement dit Margaret. Mercredi matin, je suis entré dans la First National Bank à 9 heures précises. J'avais à peine dormi, mais je ne m'étais jamais senti aussi éveillé. Margaret était restée au téléphone avec moi jusqu'à minuit, m'aidant à organiser mes pensées, et le matin, elle avait insisté pour m'accompagner elle-même à la banque. Tu ne fais pas ça toute seule, avait-elle dit fermement. Plus maintenant. La banquière, une jeune femme nommée Jessica, qui m'avait aidé à ouvrir mon compte d'épargne des années auparavant, a souri alors que je m'asseyais. Madame Patterson, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je dois retirer mon fils de tous mes comptes, ai-je dit. Chèque, épargne, tout. Et je dois m'assurer que personne d'autre que moi ne peut y accéder. Le sourire de Jessica s'est légèrement estompé. Oh, est-ce que tout va bien? Ça ira, ai-je dit. Le processus a duré 45 minutes. Papier, signature, nouveau code PIN. Daniel recevra une lettre de notification dans les 5 jours ouvrables, a expliqué Jessica. Jusque-là, techniquement, il pourrait encore accéder au compte, mais Jessica les a signalés avec une note indiquant que toute activité inhabituelle devrait m'être immédiatement signalée. Y a-t-il autre chose, a-t-elle demandé doucement. Quelque chose dans ses yeux me disait qu'elle comprenait plus qu'elle ne le disait. Combien d'autres mères s'asseyaient dans ce bureau pour se protéger de leurs propres enfants? Oui, ai-je dit. J'aimerais parler à quelqu'un de la planification successorale. Mon testament doit être mis à jour. Margaret m'a serré la main alors que nous quittions la banque. Tu fais ce qu'il faut, Betty. Était-ce le cas? Le doute s'est insinué alors que nous retournions à ma maison, mais quand j'ai rallumé mon téléphone, le doute s'est évaporé. 53 nouveaux messages. J'ai ouvert la conversation. Daniel. Maman, ce n'est pas drôle. Rappelle-moi. Daniel. On est sérieux pour l'expulsion. On a besoin de cet argent aujourd'hui. Daniel. Maman. Amber. Salut, Betty. C'est Amber. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Daniel est vraiment stressé. On a vraiment besoin d'aide, et c'est cruel de ta part de nous ignorer comme ça. Daniel. Tu sais quoi? Très bien. Sois comme ça. Ne viens pas pleurer chez nous quand tu seras vieille et seule et que tu auras besoin d'aide. Amber. On a toujours été là pour toi, Betty. C'est comme ça que tu nous rembourses. Toujours été là pour moi. J'ai lu ce message 3 fois, ma colère grandissant à chaque lecture. Quand avait-il été là? Quand je me suis cassé le poignet. Quand j'ai eu ma peur du cancer l'année dernière. Quand j'avais appelé seul et effrayé et que j'étais tombé sur la messagerie vocale. Puis est venu le message qui a tout changé. Amber. Tu es une vieille femme amère. Daniel n'est resté en contact avec toi que parce que je lui ai dit de le faire. Il voulait te couper les ponts il y a des années. Tu devrais être reconnaissante qu'on se soit même donné la peine avec toi. J'ai fixé l'écran, je l'ai relu. Puis j'ai pris une capture d'écran. C'était là. La vérité, sans phare et LED. Daniel avait voulu me couper les ponts il y a des années, mais il m'avait gardé pour mon argent. Amber venait de l'admettre par écrit. Margaret a regardé par-dessus mon épaule et a inspiré brusquement. Oh, Betty. Mes mains ne tremblaient pas. Elles auraient dû. J'aurais dû pleurer. Au lieu de cela, j'ai ressenti la même clarté froide s'installer sur moi comme une armure. Je veux transférer ça à quelqu'un, ai-je dit. Quelqu'un qui peut me conseiller. C'est fou? Qui? Il y a une avocate qui va à mon club de lecture, Patricia Mendes. Elle est spécialisée en droit des aînés.
Je n'avais jamais pensé que j'aurais besoin d'un avocat spécialisé en droit des aînés. C'était pour les personnes atteintes de démence, avec des enfants qui se battaient pour les héritages, avec des dynamiques familiales compliquées. Mais n'était-ce pas exactement ce que c'était? Une dynamique familiale compliquée où j'étais exploité. J'ai envoyé un email à Patricia cet après-midi-là, en transférant la capture d'écran avec une brève explication. Elle m'a appelé dans les 2 heures. Madame Patterson, je vais être direct avec vous, a dit Patricia après que je lui ai expliqué toute la situation. Ce que vous décrivez est de l'exploitation financière. C'est plus courant que vous ne le pensez. Et oui, cela se produit souvent avec des enfants adultes. La bonne nouvelle est que vous avez déjà fait le pas le plus important. Vous avez arrêté le flux d'argent, mais nous devons nous assurer que vous êtes protégé à l'avenir. Protégé comment? Ordonnance restrictive si nécessaire. Documentation de toutes les communications, mise à jour des procurations qui excluent explicitement Daniel et Amber, un nouveau testament, et franchement, Madame Patterson, vous devez vous préparer à la possibilité qu'ils puissent escalader. Escalader comment? Se présenter à votre maison, porter des accusations, essayer de retourner d'autres membres de la famille contre vous. C'est là que ça devient difficile. Quand vous coupez les ponts avec quelqu'un qui vous a exploité, il ne part généralement pas tranquillement. Cette nuit-là, j'ai tout compilé. Relevé bancaire remontant à 7 ans, chaque message texte, chaque email, chaque message vocal. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur intitulé « Documentation » et je l'ai sauvegardé sur une clé USB que j'ai gardée dans mon coffre-fort. Daniel a appelé à 22 heures. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé à 22h30, à 23h, à minuit. À 1h du matin, il a envoyé un dernier message. On sait où tu habites, maman. On passe demain pour te raisonner. Je l'ai immédiatement transféré à Patricia. Sa réponse est arrivée 3 minutes plus tard. Appelez la police s'il se présente et refuse de partir. Je rédige une lettre de mise en demeure en ce moment même. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, mais je n'avais pas peur. Au lieu de cela, j'ai passé les heures sombres à me préparer à la guerre. Ils sont arrivés à 11 heures le jeudi. J'ai regardé de ma fenêtre la Honda déglinguée de Daniel entrer dans mon allée. Ils sont sortis tous les deux. Daniel avait les hagards, non rasés, portant un jogging et un t-shirt taché. Et Amber, habillée étonnamment bien en tenue de ville décontractée, ses cheveux blonds attachés en une queue de cheval sévère. Je m'étais préparé à ça. Margaret était dans mon salon, assise tranquillement sur le canapé. Patricia m'avait conseillé d'avoir un témoin présent. J'avais aussi appelé la ligne de police non urgente ce matin-là et expliqué la situation. L'officier Rodriguez avait été sympathique et avait noté mon adresse. Si vous vous sentez menacé à un moment quelconque, appelez immédiatement le 911, avait-il dit. La sonnette a retenti, puis des coups. Maman, ouvre. On doit parler. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne de sécurité en place. Bonjour, Daniel. Son visage était rouge, en colère. C'est quoi ce bordel? Pourquoi tu nous ignores? Pourquoi tu ne veux pas nous aider? Je t'ai dit que je n'ai pas de fils qui me parle de la façon dont tu l'as fait il y a 2 mois. C'était, a-t-il bégayé. J'étais stressé. Je ne le pensais pas. Tu vas vraiment me tenir rigueur de ça? Amber s'est avancée, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Betty, s'il te plaît. Peut-on juste entrer et parler comme des adultes? Non, ai-je dit simplement. Non. Le masque d'Amber a glissé une seconde. On est de la famille. Le sommes-nous? J'ai gardé ma voix égale. Quand m'as-tu rendu visite pour la dernière fois sans avoir besoin d'argent? Quand as-tu appelé pour la dernière fois juste pour savoir comment j'allais? C'est pas juste, la voix de Daniel s'est élevée. On est occupé. On a nos vies. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'on laisse tout tomber pour toi tout le temps. Je ne vous demande pas de tout laisser tomber pour moi, ai-je dit. Je vous demande de me traiter comme un être humain au lieu d'un distributeur automatique de billets. Oh, on y est, Amber a roulé des yeux. Le rôle de martyr. Tu nous as donné de l'argent parce que tu le voulais. On ne t'a jamais forcé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lu le texto d'Amber. Tu devrais être reconnaissante qu'on se soit même donné la peine avec toi. La couleur a quitté le visage d'Amber. Sortez de ma propriété. Daniel a soudainement crié.
C'est du harcèlement. C'est ma propriété, Daniel. C'est vous qui devez partir. Tu ne peux pas faire ça. Sa voix s'est brisée. On va se faire expulser. On n'a nulle part où aller. Quel genre de mère? Quel genre de fils? Ai-je interrompu. Point dit à sa mère de ne plus l'appeler, puis l'appelle 2 mois plus tard en exigeant de l'argent? Le visage d'Amber s'est tordu en quelque chose de laid. Espèce d'égoïste. Tu es assise dans cette maison seule avec tout ton argent de pension pendant que ton propre fils est sur le point de se retrouver à la rue. Tu devrais avoir honte. Je n'ai pas honte, ai-je dit doucement. Plus maintenant. On pourrait te poursuivre en justice, a crié Amber. Maltraitance de personnes âgées. Tu as promis de nous aider. On a des emails. En fait, ai-je dit, j'ai tout documenté, y compris le texto où tu as admis que Daniel n'est resté en contact que parce que tu lui as dit de le faire, y compris les 63 000 $ que je vous ai donnés en 5 ans sans aucun remboursement, aucun merci et aucune réciprocité. Mon avocat serait très intéressé par votre procès. Le mot « avocat » a atterri comme une bombe. Ils se sont tous les deux figés. Tu as pris un avocat? La voix de Daniel était à peine un murmure. Oui. Pour faire quoi? Pour poursuivre ton propre fils? Pour me protéger contre l'exploitation. Amber a attrapé le bras de Daniel. Allez. On perd notre temps avec cette vieille folle. Laisse-la pourrir ici toute seule. Mais Daniel me fixait avec quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait lire. Le choc. La trahison. Un instant, j'ai vu le petit garçon. Celui qui grimpait sur mes genoux quand il avait des cauchemars. Celui qui m'avait fait des cartes de fête des mères avec des cœurs tordus. Puis Amber l'a arraché et le moment est passé. Tu le regretteras, a crié Amber depuis l'allée. Quand tu mourras dans une maison de retraite sans personne pour te rendre visite, tu te souviendras de ce jour. Ils sont partis, les pneus crissant. J'ai fermé la porte et je me suis laissé glisser contre elle, mes jambes cédant enfin. Margaret s'est précipitée, m'enlaçant. Tu l'as fait, ma chérie. Tu l'as fait. J'avais été si forte pendant la confrontation. Mais maintenant, en sécurité dans ma propre maison avec ma meilleure amie à mes côtés, je me suis enfin laissé pleurer. Pas pour Daniel. Plus maintenant, mais pour la mère que j'avais été, pour les illusions que j'avais entretenues, pour l'amour que j'avais donné et qui avait été utilisé comme une arme contre moi. Patricia a appelé cet après-midi-là. La lettre de mise en demeure est prête. Elle leur donne un avis formel que tout harcèlement supplémentaire entraînera une action en justice. Comment vous sentez-vous? Épuisé, ai-je admis. Bien. Cela signifie que vous êtes en train de traiter. Prenez quelques jours, Betty. Reposez-vous. N'interagissez pas du tout avec eux. Vous avez gagné ce round, mais ils pourraient réessayer. Vous devez être prête. Pendant les 4 jours suivants, j'ai fait exactement cela. J'ai éteint mon téléphone. J'ai regardé de vieux films. Margaret m'a apporté de la soupe et s'est assise avec moi dans un silence amical. J'ai dormi 12 heures certaines nuits, mon corps relâchant enfin des années de tension. Lundi, je me suis sentie de nouveau humaine, plus forte, plus claire et prête pour ce qui allait suivre. La lettre est arrivée le mardi, non pas de Patricia, non pas du tribunal. Une enveloppe manuscrite avec l'écriture désordonnée de Daniel, adressée simplement à « Maman ». Je l'ai tenue au-dessus de la poubelle pendant une minute entière avant de décider de l'ouvrir. Margaret était avec moi. Elle passait tous les jours, apportant des courses et de la compagnie. « Veux-tu que je la lise d'abord » a-t-elle proposé. « Non, je dois le faire. » La lettre faisait 3 pages, écrite sur du papier ligné de cahier. « Chère maman, je ne sais même pas par où commencer. J'ai passé toute la nuit à réfléchir à ce qui s'est passé. Amber a dit que je ne devrais pas écrire ça, mais j'ai l'impression que je dois tendre la main. Tu es ma mère. On est de la famille. On ne peut pas laisser les choses se terminer comme ça. Je suis désolé pour ce que j'ai dit il y a 2 mois. J'étais très stressé au travail et je m'en suis pris à toi. Ce n'était pas juste. Tu as toujours été là pour moi et j'aurais dû l'apprécier davantage. La vérité, maman, c'est qu'on est en grande difficulté. Pas seulement le loyer, cependant. Ça en fait partie. Amber a été diagnostiquée avec quelque chose de grave et on a besoin d'argent pour le traitement.
Je ne voulais pas te le dire parce que je ne voulais pas t'inquiéter, mais les factures médicales nous écrasent. On se noie. Je sais que je n'ai pas été le meilleur des fils. Je sais que je t'ai déçu, mais je te demande s'il te plaît de nous aider une fois de plus. Pas pour moi, pour Amber. Elle a peur, maman. Vraiment peur. Et je ne sais pas quoi faire d'autre. On pourrait tout perdre. Notre appartement, notre voiture, toute notre vie. Et les factures médicales ne cessent d'arriver. Si tu pouvais juste nous prêter 10 000 $, on pourrait se remettre sur pied. Je te le promets. Je te promets que je te rembourserai cette fois. Chaque centime avec les intérêts. S'il te plaît, ne nous abandonne pas quand on a le plus besoin de toi. Je t'aime, maman. Je sais que je ne le dis pas assez, mais c'est vrai. Ton fils, Daniel. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai tendu à Margaret. Elle a reniflé. Oh, c'est bon ça. Ils essaient une approche différente. Le chantage affectif, la crise médicale, la promesse de te rembourser cette fois. Betty, c'est de la manipulation classique. Et si Amber est vraiment malade? Alors ils ont une assurance maladie par le travail de Daniel, où ils ont droit à Medicaid, où ils peuvent mettre en place un plan de paiement avec l'hôpital. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est te faire du chantage affectif pour financer à nouveau leur vie. Je savais que Margaret avait raison, mais mon Dieu, c'était dur. Cette petite voix dans ma tête, celle qui m'avait soutenu pendant des années de maternité célibataire, n'arrêtait pas de chuchoter, et si c'était vrai? Et si elle était vraiment malade et que tu pouvais l'aider et que tu ne le faisais pas? Patricia a été plus directe quand je l'ai appelée. Madame Patterson, c'est une tactique de manipulation classique. Ils ont escaladé avec agressivité. Ça n'a pas marché. Alors, maintenant, ils essaient la sympathie. Avez-vous remarqué quelque chose dans la lettre? Quoi? Pas de détails médicaux, pas de nom de diagnostic, pas de nom d'hôpital. Si Amber était vraiment gravement malade, ne pensez-vous pas qu'il mentionnerait des détails? Et 10 000 $? C'est un chiffre rond très pratique qui se trouve juste en dessous de la limite qui nécessiterait une documentation approfondie. Elle avait raison. La lettre était conçue pour toucher ma corde sensible sans fournir d'informations vérifiables. Je n'ai pas répondu à la lettre. Au lieu de cela, je suis allé à ma réunion de club de lecture le mercredi soir, quelque chose que j'avais évité parce que j'avais honte de la situation de ma famille. Mais Patricia m'avait encouragé à maintenir mes activités normales, à ne pas laisser Daniel et Amber m'isoler. Les femmes m'ont accueilli chaleureusement. Nous avons discuté de la bibliothèque de minuit, et pendant la pause, je me suis retrouvé assise à côté d'Hélène, une institutrice à la retraite de 70 ans. Vous semblez troublée, ma chère, a-t-elle dit doucement. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je lui ai tout dit. Quand j'ai terminé, je m'attendais à un jugement ou à des platitudes. Au lieu de cela, Hélène a hoché la tête en connaissance de cause. Ma fille m'a fait la même chose, a-t-elle dit doucement. Pendant 12 ans. Il a fallu que je fasse un AVC et que je frôle la mort avant de réaliser qu'elle ne venait que quand elle avait besoin de quelque chose. Je lui ai coupé les ponts il y a 5 ans. La chose la plus difficile que j'ai jamais faite. La meilleure chose que j'ai jamais faite. Le regrettez-vous parfois? Tous les jours, a admis Hélène. Mais je ne regrette pas de m'être protégé. Et vous savez quoi? Après environ 1 an, ma fille a enfin réalisé qu'elle devait vraiment se débrouiller seule. Elle a trouvé un vrai travail, a arrêté de faire la fête et a commencé à se comporter comme une adulte. Nous avons une relation maintenant, mais c'est à des conditions différentes, des conditions plus saines. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est d'arrêter de permettre. Autour de la table, 3 autres femmes ont hoché la tête en signe de reconnaissance. Chacune avait une histoire similaire, un enfant adulte qui avait profité, un membre de la famille qui les avait exploités, une relation qui nécessitait des limites qu'elles avaient eu peur de fixer. Vous n'êtes pas seule, Betty, a dit une autre femme, Suzanne. Et vous n'êtes pas une mauvaise mère. Vous êtes une femme forte qui se choisit enfin. Je suis rentrée chez moi ce soir-là en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. Je n'étais pas un monstre. Je n'étais pas froide. Je refusais simplement d'être utilisée. Quand Daniel a appelé le vendredi, j'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Son message était bref, froid. J'ai bien reçu ton silence, maman. On s'en souviendra.
Bien, ai-je pensé. Souvenez-vous en bien. Margaret m'a emmené déjeuner le samedi, et nous avons ri pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. J'ai réalisé que j'avais retenu mon souffle pendant des mois, peut-être des années, attendant que l'autre chaussure tombe, attendant que Daniel ait besoin de quelque chose, attendant d'être à nouveau déçu. Maintenant, je respirais simplement. Et cela ressemblait à de la liberté. Ils se sont présentés le dimanche soir, 3 semaines après la confrontation. Je préparais le dîner, juste un simple plat de pâtes pour moi-même, quand la sonnette a retenti. Je m'étais habitué au silence, à la paix de ma propre compagnie. À travers le Judas, je les ai vus tous les deux. Daniel tenait des fleurs, des œillets de supermarché bon marché. Amber était habillée de manière plus décontractée cette fois-ci, en jean et pull doux, son visage arrangé dans ce qui était censé être une expression contrite. Je n'ai pas ouvert la porte immédiatement. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Margaret. Ils sont là. Reste sur les textos. Sa réponse a été immédiate. Chaîne de porte. Enregistrement téléphonique. Ne les laisse pas entrer. J'ai entrouvert la porte. La chaîne toujours en place. Oui. Maman. La voix de Daniel était douce, gentille, la voix qu'il utilisait enfant quand il voulait quelque chose. S'il te plaît, peut-on parler? Vraiment parler. Pas de colère, pas d'exigence. Juste parler. On peut parler ici. Maman, s'il te plaît. Il fait froid dehors. 5 minutes. C'est tout ce qu'on demande. Contre tous les instincts que Patricia m'avait inculqués, j'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à s'asseoir. Nous sommes restés dans mon entrée, un triangle de tension gênant. Daniel a tendu les fleurs. C'est pour toi, un gage de paix. J'ai beaucoup réfléchi et tu avais raison. Je n'ai pas été un bon fils. Je veux changer ça. J'ai pris les fleurs mais je n'ai rien dit. Amber s'est avancée, ses yeux brillants de ce qui aurait pu être de vraies larmes. Betty, je te dois aussi des excuses. Les textos que j'ai envoyés étaient cruels. J'étais stressé par notre situation et je m'en suis pris à toi. Ce n'était pas juste. Que voulez-vous? Ai-je demandé doucement. Rien, a dit rapidement Daniel. On ne veut rien. On veut juste réparer notre relation. C'est tout. Tu es ma mère. Je ne veux pas te perdre pour de l'argent. Tu m'as déjà perdu quand tu m'as dit de ne plus t'appeler. Daniel a tressailli. Je sais. C'était. Mon Dieu. Maman, j'avais tellement tort. Je vais en thérapie, en fait, j'essaie de travailler sur mes problèmes. Et une des choses que j'ai réalisées, c'est à quel point je t'ai prise pour acquise, à quel point je t'ai blessée. Cela semblait si sincère, si authentique. Un instant, juste un instant, j'ai voulu y croire. C'est bien, Daniel. Je suis contente que tu aies de l'aide. On en a tous les deux, a ajouté Amber. Thérapie de couple. Notre thérapeute nous a en fait suggéré de venir ici aujourd'hui pour essayer de faire amende honorable, pas pour demander quoi que ce soit, mais juste pour reconnaître le mal que nous avons causé. Votre thérapeute vous a suggéré de venir ici, ai-je répété. Oui, a hoché la tête avec enthousiasme Daniel. Elle a dit que la responsabilité est importante, qu'on doit assumer nos erreurs. Comment s'appelle-t-elle, ai-je demandé. Ils se sont tous les deux figés une fraction de seconde. Juste assez longtemps. Docteur Morrison, a dit Amber en douceur. Elle est à Columbus. On y va 2 fois par semaine. C'est tout un engagement, ai-je dit. Coûteux aussi, j'imagine. Ça en vaut la peine, a dit Daniel. Tu en vaut la peine, maman. J'ai regardé mon fils. Vraiment? Je l'ai regardé, la façon dont ses yeux n'arrêtaient pas de se promener dans le salon, calculant probablement ce qu'il pouvait voir, ce que je pourrais avoir de valeur. La façon dont la main d'Amber était sur son bras, le contrôlant, le stabilisant comme un dresseur avec une marionnette. Voici le truc, Daniel, ai-je dit lentement. Je crois que tu es en thérapie. Je crois que tu as des difficultés. Ce que je ne crois pas, c'est que tu sois venu ici sans vouloir quelque chose. Maman, ce n'est pas, alors, laisse-moi te demander directement. Que veux-tu? Les masques ont commencé à tomber. L'expression sérieuse de Daniel s'est crispée.
Le doux sourire d'Amber est devenu tendu. Très bien, a dit Amber, sa voix perdant de sa douceur. Tu veux de l'honnêteté? Voici de l'honnêteté. On est sur le point de tout perdre. Tout. Pas parce qu'on est paresseux ou irresponsable, mais parce que la vie est dure, et parfois les gens ont besoin d'aide. Tu es assise sur une pension confortable et la sécurité sociale pendant que ton propre fils est sur le point de se retrouver à la rue. Quel genre de mère fait ça? Le genre qui donne de l'argent à son fils depuis 5 ans sans un seul merci. J'ai dit qu'on ne devrait pas avoir à te remercier, la voix d'Amber s'est élevée. Tu es sa mère. C'est ce que font les mères. Elles aident leurs enfants. Des enfants? Oui. Pas des hommes de 35 ans qui sont capables de travailler. Le visage de Daniel a rougi. Je travaille, mais ce n'est pas assez. Sais-tu combien coûte un loyer de nos jours? Sais-tu ce que c'est que de vraiment lutter? Oui, ai-je dit doucement. Je t'ai élevé seul avec un salaire d'infirmière après que ton père soit parti. J'ai fait des doubles services pendant des années. Je sais exactement ce que c'est que de lutter. C'était différent, a crié Daniel. Tu étais censé t'occuper de moi. J'étais un enfant. Et qu'es-tu maintenant, Daniel? Parce que de là où je suis, tu es un homme adulte qui doit prendre soin de lui-même. Le visage d'Amber s'est tordu de pure fureur. Tu es une vieille femme égoïste et amère. Daniel avait raison depuis le début. Tu n'es qu'une manipulatrice qui culpabilise et qui utilise l'argent pour contrôler les gens. J'utilise l'argent pour contrôler les gens. L'ironie était si frappante que j'ai failli rire. Amber, tu t'entends? Tu sais quoi? Amber a attrapé le bras de Daniel. On a fini ici. Allons-y, mais Daniel ne bougeait pas. Il me fixait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. De la haine brute et dévoilée. J'espère que tu mourras seul, a-t-il dit doucement. J'espère que quand tu seras vieille, malade et effrayée, il n'y aura personne là-bas, parce que c'est ce que tu mérites. Puis ils sont partis, la porte claquant derrière eux. Je suis resté dans mon entrée, tenant les fleurs bon marché, mes mains tremblant maintenant, mais pas de tristesse. De rage pure et nette face à l'audace, à la manipulation, à des années de mon amour transformé en arme contre moi. J'ai jeté les fleurs à la poubelle et j'ai appelé Patricia. Ils sont venus, ai-je dit quand elle a répondu. Ils ont essayé de me manipuler à nouveau. Ça n'a pas marché. Bien, a dit fermement Patricia. Betty, j'ai besoin que vous entendiez ça. Vous n'avez pas tort. Vous n'êtes pas cruel. Vous refusez simplement d'être maltraité. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des mois. L'appel est venu d'un numéro que je ne reconnaissais pas un mardi après-midi fin septembre. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Madame Patterson? Une voix de femme, professionnelle et inquiète. Oui. C'est Karen Chen des services de protection des adultes. Je vous appelle au sujet d'un signalement que nous avons reçu concernant votre bien-être. Avez-vous un moment pour parler? Mon sang s'est glacé. Quel genre de signalement? Nous avons reçu un appel de votre fils, Daniel Patterson, exprimant son inquiétude que vous pourriez souffrir de déclin cognitif et prendre des décisions financières dangereuses. Il s'inquiète pour votre bien-être et a demandé une vérification de bien-être. C'était donc leur prochain coup. S'ils ne pouvaient pas me culpabiliser ou me manipuler, ils essaieraient de me faire déclarer incompétente. Mademoiselle Chen, ai-je dit en gardant ma voix stable, je peux vous assurer que je suis saine d'esprit. En fait, je crois que cet appel fait partie d'un schéma de harcèlement de la part de mon fils et de sa femme, qui m'ont exploité financièrement pendant des années. Il y a eu une pause. Madame Patterson, ce sont des allégations sérieuses des deux côtés. Seriez-vous prête à me rencontrer en personne? J'aimerais évaluer la situation moi-même. Oui. Quand aimeriez-vous venir? Est-ce que demain matin conviendrait? Vers 10 heures. Ce serait parfait. J'aurai également mon avocat présent si cela est acceptable. Une autre pause. C'est certainement votre droit, Madame Patterson. J'ai appelé Patricia immédiatement après avoir raccroché. Elle était furieuse mais pas surprise. C'est une tactique courante, a-t-elle dit sombrement. S'ils peuvent vous faire déclarer incompétente, Daniel pourrait potentiellement obtenir une procuration et un accès à vos finances. Nous devons être préparés. Demain matin,
nous documentons tout. Cette nuit-là, j'ai organisé chaque élément de preuve que j'avais recueilli, relevés bancaires montrant des années de flux financiers à sens unique, les textos et les emails, la documentation de mon médecin confirmant que j'étais en excellente santé cognitive. J'avais en fait passé une évaluation neurologique complète il y a 6 mois dans le cadre de soins de routine. Des références de caractère de Margaret, des femmes de mon club de lecture, de mes anciens collègues à l'hôpital. Karen Chen est arrivée ponctuellement à 10 heures, une femme au visage aimable dans la quarantaine avec une tablette et un comportement professionnel mesuré. Patricia était déjà là, assise à côté de moi à ma table de cuisine. Madame Patterson, je vous remercie de me rencontrer, a commencé Karen. Je tiens à préciser que ces visites ne sont pas hostiles. Notre seul objectif est d'assurer la sécurité et le bien-être des adultes vulnérables. Je comprends, ai-je dit. Que souhaitez-vous savoir? Pendant les 30 minutes suivantes, Karen a posé des questions sur ma routine quotidienne, mes finances, ma santé, mon état mental. J'ai répondu à chacune d'elles calmement, en fournissant des documents pertinents. Patricia est intervenue occasionnellement avec des éclaircissements juridiques, mais elle m'a surtout laissé parler. Vous semblez très organisée, a observé Karen. Je suis une infirmière à la retraite, ai-je dit. L'organisation faisait partie de mon travail pendant 40 ans. Pouvez-vous me parler de votre relation avec votre fils? C'était ça. Le moment de vérité. Je lui ai tout dit. Pas émotionnellement, pas défensivement, mais factuellement. Le schéma des demandes financières, l'absence de soins réciproques, la violence verbale, le harcèlement croissant récent. Je lui ai montré le texto d'Amber admettant que Daniel avait voulu me couper les ponts il y a des années, la lettre promettant de rembourser cette fois. Les suites de la visite du dimanche. L'expression de Karen est devenue plus sérieuse alors que je parlais. Quand j'ai terminé, elle s'est tournée vers Patricia. Et vous représentez Madame Patterson à quel titre? Droit des aînés, a dit Patricia. Madame Patterson est venue me voir il y a plusieurs semaines après avoir reconnu un schéma d'exploitation financière. Nous travaillons ensemble pour protéger ses biens et son bien-être. Karen a hoché lentement la tête, prenant des notes sur sa tablette. Puis elle m'a regardé directement. Madame Patterson, je vais être franche avec vous. À mon avis professionnel, vous êtes clairement saine d'esprit. Vous êtes articulée, organisée et avez pris les mesures appropriées pour vous protéger de ce qui semble être une exploitation financière. Cependant, je suis obligé de suivre ce rapport à fond. Cela signifie que je devrais également parler à votre fils. Je comprends. Je dois vous avertir que cela pourrait aggraver la situation. C'est déjà aggravé, ai-je dit doucement. Je me bats enfin. Karen est partie après 1 heure, promettant de terminer son rapport dans les 2 semaines. Dès qu'elle est partie, Patricia s'est tournée vers moi. Vous avez fait un excellent travail. Mais Betty, vous devez vous préparer. Ils vont être contactés par l'APS et ils vont savoir que ça n'a pas marché. Les animaux acculés sont dangereux. Elle avait raison. Ce soir-là, Amber a appelé depuis le téléphone de Daniel. Je n'ai pas répondu, mais le message vocal qu'elle a laissé était glaçant. Tu as appelé les services sociaux sur nous. Tu essaies de nous faire passer pour des méchants, espèce de pathétique, vindicative. Tu viens de déclarer la guerre. Et crois-moi, Betty, tu vas perdre. On sait des choses sur toi. On a des emails, des textos, des preuves que tu es une narcissique inadaptée et manipulatrice. Tout le monde va savoir quel genre de personne tu es vraiment. Ta précieuse réputation, tes amis. Disparu. On va te détruire. J'ai sauvegardé le message vocal et je l'ai transféré à Patricia. Sa réponse a été immédiate. Transférez-le immédiatement à l'APS. C'est exactement ce qu'ils doivent voir. 2 jours plus tard, Karen Chen a rappelé. Madame Patterson, j'ai terminé mon enquête. Je vais déposer un rapport qui ne trouve aucune preuve de déclin cognitif ni de besoin d'intervention. Cependant, je dépose également un rapport distinct documentant ce qui semble être de l'exploitation financière et du harcèlement. Il sera transmis aux autorités compétentes. Merci, ai-je chuchoté. Madame Patterson, votre fils et sa femme sont très en colère. S'il vous plaît, soyez prudente. J'ai promis que je le serais, mais je n'avais plus peur. J'étais prête. La lettre recommandée est arrivée un lundi matin à la mi-octobre.
Elle était adressée à Daniel et Amber Patterson, mais elle a été envoyée à mon adresse, probablement parce que l'adresse qu'ils avaient donnée au service de protection des adultes était obsolète. J'aurais dû la refuser, mais la curiosité l'a emporté. J'ai appelé Patricia. Ne l'ouvrez pas, a-t-elle dit immédiatement. Marquez-la retour à l'expéditeur et photographiez-la d'abord. S'ils utilisent votre adresse pour la correspondance officielle, c'est une autre tactique de manipulation. Mais l'adresse de retour m'a tout dit. Tribunal régional des expulsions. Ils avaient été expulsés. Enfin, les conséquences de leur choix les avaient rattrapés. Cet après-midi-là, la voiture de Daniel est apparue dans mon allée. J'étais prête cette fois. Margaret était avec moi et j'avais déjà informé la police du harcèlement en cours. L'officier Rodriguez avait été très clair. S'ils se présentent et que vous leur demandez de partir et qu'ils ne le font pas, appelez-nous immédiatement. Daniel est sorti seul cette fois. Pas d'Amber. Il avait l'air terrible, non lavé, portant les mêmes vêtements que je lui avais vus il y a des semaines, le visage décharné et les yeux fous. Il a cogné à la porte. Maman. Maman, ouvre la porte. Je sais que tu es là. J'ai entrouvert la porte, la chaîne en place. Daniel, j'appelle la police si tu ne pars pas immédiatement. On est à la rue. Tu comprends ça? On est sans abri. À cause de toi. Non, Daniel. À cause de tes choix. Mes choix. Il a frappé du poing contre le cadre de la porte. Tu nous as abandonnés. Tu nous as coupé les ponts. Qu'est-ce qu'on était censé faire? Trouver un travail. Payer vos factures. Vivre selon vos moyens. Toutes les choses que j'ai faites quand je t'ai élevé seul. J'ai un travail. Alors où va ton argent, Daniel? Je t'ai donné 63 000 $ en 5 ans. Où est-ce que tout est passé? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois, il n'avait pas de réponse. C'est ce que je pensais, ai-je dit doucement. Tu es ma mère. Sa voix s'est brisée, et un instant, j'ai vu le désespoir remplacer la colère. Ça ne veut rien dire pour toi. Ça voulait tout dire pour moi, ai-je dit. Pendant 35 ans, être ta mère était mon identité. Mais tu as clairement montré que je n'avais de valeur que lorsque j'étais utile, quand j'avais de l'argent à donner. Ce n'est pas être une mère, Daniel. C'est être un distributeur automatique de billets. Et alors? Tu vas juste nous laisser à la rue? Non. Je vais te laisser faire l'expérience des conséquences naturelles de tes décisions. Tu es un adulte. Tu as des options. Des refuges, des services sociaux, des emplois. Ce que tu n'as plus, c'est que je permette ton refus de t'aider toi-même. Amber avait raison sur toi, a-t-il dit amèrement. Tu es froide, égoïste. Si me défendre fait de moi une garce, alors j'accepte ce titre. Très bien. Il pleurait maintenant. Des larmes l'aidaient en colère. Très bien. Tu veux que je sorte de ta vie? Fais. Tu ne me reverras plus jamais. Tu n'auras jamais de petits-enfants. Tu mourras seul et misérable, et ce sera de ta faute. Je préfère mourir seul que de vivre en étant utilisé. Il est resté là un long moment, attendant que je craque, que je cède, que je redevienne la mère qui disait toujours oui. Quand je ne l'ai pas fait, quand je suis juste resté là derrière ma porte avec ma chaîne de sécurité en place, quelque chose en lui s'est brisé. Je te déteste, a-t-il chuchoté. Je te déteste tellement. Je sais, ai-je dit tristement. Mais je m'aime plus que je ne déteste être détesté par toi. Il est parti. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'il restait assis dans sa voiture pendant 10 minutes, la tête sur le volant. Puis il est parti. 3 semaines plus tard, Patricia a appelé avec des nouvelles. Daniel a été arrêté, a-t-elle dit. Fraude. Apparemment, lui et Amber avaient monté une arnaque, ouvrant des cartes de crédit au nom d'autres personnes, y compris le vôtre. Mon sang s'est glacé. Le mien? 3 cartes de crédit, une dette totale de 47 000 $. Ils faisaient des paiements minimums en utilisant l'argent que vous leur donniez. Mais une fois que cela a cessé, les cartes sont entrées en défaut et l'enquête a commencé. La bonne nouvelle est que vous êtes une victime ici, pas responsable de la dette. La mauvaise nouvelle est que votre fils fait face à de graves accusations. J'aurais dû ressentir quelque chose. De la tristesse, de la culpabilité,
un instinct maternel de le protéger. Au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une sinistre validation. Il y a plus, a poursuivi Patricia. Amber a également été arrêtée. Il s'avère qu'elle a un casier judiciaire. Ce n'est pas la première fois qu'elle monte ce genre d'arnaque. Elle l'a fait à 3 partenaires précédents. Daniel n'était que sa dernière cible. C'était donc la vérité. Mon fils n'avait pas seulement été un mauvais fils. Il avait été un criminel, permis et manipulé par une escroc. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Ils risquent tous les deux des peines de prison. Daniel pourrait obtenir une peine plus légère s'il coopère. Mais, Betty, il va être hors de votre vie pendant un certain temps. J'ai attendu que le chagrin frappe. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, je me suis sentie légère. Libre. Merci pour tout, Patricia. Vous vous êtes sauvée, Betty. J'ai juste aidé avec les papiers. Quand les documents officiels du tribunal sont arrivés, confirmant que Daniel et Amber avaient frauduleusement utilisé mon identité et que je n'avais aucune responsabilité pour leurs dettes, je les ai soigneusement classés dans mon dossier de documentation. Puis j'ai fermé le dossier et je l'ai rangé. J'en avais fini. 6 mois après les arrestations, je me tenais dans ma cuisine à préparer du café pour 5 personnes, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Margaret apportait des pâtisseries. Hélène du club de lecture venait avec sa fille, qui s'était récemment réconciliée avec elle après leur propre période difficile. Patricia passait avec sa femme, que j'avais rencontrée à un événement caritatif le mois dernier. Suzanne du club de lecture apportait ses fameuses connes. Ma maison, autrefois un tombeau de silence et d'attente, était redevenue vivante. Betty, ton jardin est magnifique, a appelé Margaret depuis le porche arrière. J'avais commencé le jardinage au printemps, transformant mon jardin arrière négligé en quelque chose de beau. Des tomates, des herbes, des fleurs, des choses pour lesquelles je n'avais jamais eu le temps quand je m'inquiétais constamment de la prochaine crise de Daniel. C'est ma thérapie, ai-je dit en apportant un plateau de tasse à café. Moins cher qu'un thérapeute et meilleur pour ma santé mentale. Tout le monde a ri. Nous nous sommes réunis autour de ma table de salle à manger, une table qui était restée vide pendant tant de vacances où Daniel avait annulé à la dernière minute, et nous avons parlé de tout et de rien, de livres, de politique, de recettes, de petits-enfants. La fille d'Hélène venait d'avoir un bébé, et Hélène rayonnait de joie d'être réellement incluse dans la vie de son petit-enfant. « Comment vas-tu, vraiment ?» a demandé doucement Patricia pendant une pause dans la conversation. « Je vais bien, ai-je dit, et je le pensais. Mieux que je ne l'ai été depuis des années, en fait. » C'était vrai. Dans les mois qui ont suivi la coupure des ponts avec Daniel, j'avais redécouvert qui j'étais au-delà d'être sa mère. J'avais rejoint un cours de peinture au centre communautaire. J'avais augmenté mes heures de bénévolat au refuge pour animaux. Je gardais même un chat âgé nommé Barnaby qui avait été abandonné par ses précédents propriétaires. J'avais renoué avec des cousins que j'avais perdus de vue. J'avais même commencé à sortir. Rien de sérieux, juste des cafés avec un instituteur à la retraite nommé Robert, qui me faisait rire et ne m'a jamais demandé d'argent. Mon compte en banque, pour la première fois en 5 ans, augmentait au lieu de diminuer. J'avais réservé un voyage dans le Maine pour le mois prochain, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'avais jamais pu parce qu'il y avait toujours une urgence qui nécessitait un financement. « Avez-vous eu des nouvelles de Daniel ?» a demandé doucement Suzanne. « Il purge une peine de 3 ans, ai-je dit. Patricia me tient au courant du côté juridique, mais je ne lui ai pas parlé directement. Je lui envoie de l'argent pour la cantine une fois par mois par le biais du système pénitentiaire, mais pas de lettres, pas de visite. Vous lui envoyez toujours de l'argent ? » Margaret avait l'air surprise. 50 $ par mois, ai-je confirmé. Pas parce qu'il le mérite, mais parce que je ne suis pas lui. Je ne laisserai personne avoir faim si je peux l'aider. Mais ça s'arrête là. Pas d'argent pour la caution, pas de soutien pour les appels en justice, pas de promesse d'aide quand il sortira. Patricia a hoché la tête avec approbation. C'est sain. Vous l'aidez à survivre sans lui permettre. Et Amber ? A demandé Hélène. 5 ans. J'ai dit qu'elle avait des antécédents, donc sa peine était plus longue. Apparemment, l'avocat de Daniel essaie de faire valoir qu'elle l'a manipulé, qu'il était aussi une victime. Peut-être qu'il y a une part de vérité là-dedans, mais il était un adulte qui prenait des décisions d'adulte et il m'a blessé bien avant qu'Amber n'entre en scène. La conversation est passée à des sujets plus légers. Mais plus tard,
après que tout le monde soit parti, je me suis tenu dans ma cuisine propre et j'ai regardé les photos sur mon réfrigérateur. J'avais enlevé toutes les vieilles photos de Daniel. À leur place, il y avait de nouveaux souvenirs. Margaret et moi à un concert. Mon groupe de cours de peinture. Barnaby le chat dormant dans un rayon de soleil. Robert et moi dans un café. Nous deux en plein rire. Une nouvelle vie construite sur les cendres de l'ancienne. Pendant ce temps, la vie de Daniel s'était entièrement effondrée. Je le savais non pas parce que je traquais ses réseaux sociaux ou que je me renseignais, mais parce que Patricia me tenait informé des développements juridiques, et de temps en temps, des détails émergeaient. Amber avait demandé le divorce depuis la prison, essayant de se distancier de Daniel dans l'espoir d'une peine réduite. Ça n'avait pas marché. Leur appartement avait été vidé quand ils avaient été expulsés, et tous les biens qu'ils avaient disparu, vendus pour payer des dettes, ou simplement perdus. La voiture de Daniel avait été saisie. Son travail, quel qu'il ait été, était évidemment parti. Les amis qui les avaient permis, qui avaient probablement profité de leurs arnaques, avaient disparu. Personne ne leur rendait visite en prison. Personne ne leur envoyait d'argent, sauf moi. Et mes $50 mensuels étaient probablement la seule chose qui les empêchait tous les deux de sombrer dans la misère complète. La belle-mère de Daniel, la mère d'Amber, aurait déclaré aux enquêteurs qu'elle avait prévenu Daniel au sujet d'Amber il y a des années, qu'elle savait que sa fille était une source de problèmes. Mais Daniel n'avait pas écouté. Il avait été aveuglé par une combinaison d'amour, de désir ou de faiblesse qui l'avait rendu vulnérable à sa manipulation. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à leur chute. Je n'étais pas cette personne, mais je n'ai ressenti aucune culpabilité non plus. Leurs conséquences étaient leur propre création. Un soir, j'ai reçu une lettre transférée de la prison. L'écriture de Daniel. Je l'ai tenue longtemps avant de l'ouvrir. Maman, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends pas à ce que tu me répondes. Mais je devais te faire savoir que je comprends enfin ce que tu essayais de me dire sur la responsabilité, sur les conséquences, sur ce que signifie vraiment se débrouiller seul. La prison est un enfer. Mais peut-être que j'avais besoin de l'enfer pour me réveiller. Amber a demandé le divorce. Bien. Elle m'a utilisé comme je t'ai utilisé. Je le vois maintenant. Je suis désolé pour tout. Pour t'avoir prise pour acquise. Pour les choses que j'ai dites, pour la douleur que j'ai causée. Je ne sais pas si des excuses suffisent. Ce n'est probablement pas le cas. Quand je sortirai, je n'attends rien de toi. Je n'attends pas de relation, ni d'argent, ni d'aide. J'espère juste que peut-être un jour tu pourras penser à moi sans colère. Je t'aime. J'aurais dû le dire plus souvent, Daniel. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai mise dans un tiroir. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être qu'un jour nous reconstruirions quelque chose. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me choisissais. Et cela semblait la chose la plus aimante que j'ai jamais faite. On dit que le sang est plus épais que l'eau, mais la citation complétait « Le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de l'utérus ». Les liens que nous choisissons sont plus forts que ceux avec lesquels nous sommes nés. J'ai appris qu'être une bonne mère ne signifie pas dire oui à tout. Parfois, cela signifie dire non. Parfois, cela signifie laisser votre enfant tomber pour qu'il puisse apprendre à se relever. J'ai perdu mon fils, mais je me suis trouvé. Ai-je eu tort? Ai-je été cruel? Dites-moi. Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous continué à donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien? Ou auriez-vous tracé la ligne comme je l'ai fait? Laissez vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà dû choisir entre la famille et l'autopréservation? Partagez votre histoire. Vous pourriez aider quelqu'un d'autre à trouver son courage. Et si mon histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Parce que tout le monde mérite de savoir qu'il n'est pas seul dans ses combats. Merci d'avoir écouté la mienne.